Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour, le cours de ce jour porte sur le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, encore appelé système nerveux végétatif ou système nerveux viscéral, organo-végétatif ou encore système nerveux involontaire, s'oppose au système nerveux somatique ou volontaire par son indépendance vis-à-vis de la conscience et de la volonté et par une organisation anatomique qui lui est propre. Vous verrez cependant que cette autonomie à la fois fonctionnelle et anatomique est relative, puisque le système nerveux autonome est étroitement imbriqué au système nerveux somatique, et que certaines régulations, sous la dépendance du système nerveux autonome, sont en fait contrôlables par la volonté. Par opposition au système nerveux somatique, qui est le système nerveux de la vie de relation, le système nerveux autonome assure la permanence de l'individu et de l'espèce en dehors de toute intervention de la conscience ou de la volonté. Une atteinte du système nerveux autonome réduira les capacités d'adaptation qui sont nécessaires au maintien de l'homéostasie face aux variations incessantes de l'environnement. Il interagit avec les systèmes endocriniens et immunitaires qui contribuent à l'intégrité homéostatique de l'individu. Je vous présenterai successivement l'organisation générale du système nerveux autonome, les mécanismes de contrôle du système nerveux autonome, la transmission synaptique au sein du système nerveux autonome, et enfin, les effets du système nerveux autonome au niveau des différents organes effecteurs. Voyons maintenant l'organisation générale du système nerveux autonome efférent. Comme vous l'avez vu dans le cours sur la motricité, le système nerveux somatique ne possède qu'un seul neurone entre la moelle épinière et l'organe effecteur, c'est-à-dire le muscle squelettique. D'autre part, le système nerveux somatique ne s'est déclenché qu'une activation, c'est-à-dire une contraction du muscle. En revanche, le système nerveux autonome module le fonctionnement des organes effecteurs, c'est-à-dire qu'il peut augmenter ou réduire l'activité de ces organes effecteurs, comme le muscle cardiaque, les muscles lisses ou les glandes endocrines. L'action du système nerveux autonome repose sur une organisation anatomique à deux neurones, avec tout d'abord un neurone connecteur appelé neurone préganglionnaire et un neurone effecteur appelé neurone postganglionnaire. Ces deux neurones sont reliés par un ganglion autonome ou ganglion relais. Il y a donc deux connexions synaptiques, une au niveau du ganglion relais et une au niveau de l'organe effecteur. Sauf exception, un organe innervé par le système nerveux autonome reçoit une double innervation autonome avec d'une part un contingent parasympathique qui possède une transmission synaptique terminale cholinergique, c'est-à-dire que le neurotransmetteur libéré au niveau de l'organe effecteur est l'acétylcholine. D'autre part, un contingent sympathique ou orthosympathique à médiation terminale noradrénergique, c'est-à-dire que le neurotransmetteur libéré est la noradrénaline, voire de l'adrénaline. En ce qui concerne la glande médullosurrénale, de par son origine,
son organisation anatomique et sa transmission chimique, elle est assimilée au système nerveux orthosympathique. Le médiateur principal est l'adrénaline et il est libéré directement dans la circulation sanguine. Voyons maintenant l'organisation centrale du système nerveux autonome. Les centres autonomes ou centres primaires du système nerveux autonome correspondent au site d'origine des neurones préganglionnaires et plus précisément au corps cellulaire des premiers neurones du système nerveux autonome. Les centres autonomes des systèmes orthosympathiques et parasympathiques n'ont pas la même localisation. Le centre primaire du système orthosympathique est localisé dans la moelle épinière de C8 à L2 sous la forme d'une colonne appelée colonne intermédio-latérale. Le système parasympathique comprend en revanche deux centres, le centre parasympathique crânien et le centre parasympathique sacré. Le centre crânien est localisé dans le tronc cérébral sous la forme de noyaux annexés au 3e, 7e, 9e et 10e nerfs crâniens. Le centre sacré est localisé dans la moelle sacrée de S2 à S4 sous la forme d'une petite colonne appelée colonne intermédio-ventrale. Le centre crânien innerve un vaste territoire céphalique et cervico-thoraco-abdominal, alors que le centre pelvien assure une innervation exclusivement pelvienne. Le plexus myentérique peut être considéré comme une entité particulière du système nerveux autonome. En effet, le tube digestif possède une innervation intrinsèque propre, formée par un plexus nerveux localisé dans la paroi du tube digestif. Cette innervation est très vaste, puisqu'elle existe de la partie supérieure de l'œsophage jusqu'au sphincter interne de l'anus. Le péristaltisme intestinal est généré par les muscles et le plexus myentérique de la paroi intestinale. Cette activité est cependant modulée par le système nerveux autonome. Le système parasympathique augmente cette activité alors que le système orthosympathique la diminue. Après l'organisation centrale, voyons l'organisation au niveau périphérique du système nerveux autonome. Dans l'innervation parasympathique, le ganglion relais est situé à proximité du viscère ou même dans la paroi du viscère. Par conséquent, le premier neurone qui est myélinisé est donc très long, alors que le deuxième neurone, qui est amyélinique, est très court. Dans le système orthosympathique, le ganglion relais est loin des viscères. Les fibres préganglionnaires sont donc plus courtes que celles du système parasympathique. Elles empruntent la racine ventrale des nerfs spinaux, mais qu'elles quittent rapidement pour former un rameau communicant blanc qui rejoint un ganglion de la chaîne latérovertébrale. La terminologie rameau communicant blanc est liée au fait qu'il contient principalement des fibres myélinisées.
Les fibres préganglionnaires font donc relais dans le ganglion de la chaîne latérovertébrale avec les fibres postganglionnaires qui, elles, sont non myélinisées et qui se regroupent en un rameau communicant gris. Le rameau communicant gris rejoint le nerf spinal pour se rendre à différents organes comme les vaisseaux sanguins, les muscles arrecteurs des poils et les glandes sudoripares. Certaines fibres des rameaux communicants blancs ne font cependant pas relais dans les ganglions des chaînes latérovertébrales, mais ne font que les traverser. En sortant des ganglions, elles se regroupent en formant les nerfs splanchniques des viscères abdominaux-pelviens. Ces nerfs rejoignent les ganglions de la chaîne préviscérale, où elles font relais avec les fibres postganglionnaires. En quittant les ganglions préviscéraux, les fibres postganglionnaires forment les nerfs viscéraux. Alors qu'il existe une chaîne latérovertébrale droite et gauche, il n'y a qu'une chaîne ganglionnaire préviscérale, encore appelée chaîne prévertébrale, où les fibres forment de véritables filets nerveux appelés plexus. Voyons maintenant les mécanismes de contrôle du système nerveux autonome. À l'instar du système nerveux somatique, le système nerveux autonome possède une innervation sensitive qui contribue aux différentes régulations du versant effecteur, efférent du système nerveux autonome, c'est-à-dire de ses actions motrices et sécrétoires. Cette régulation s'effectue au niveau segmentaire ou transversal, c'est-à-dire à chaque segment de moelle, ainsi qu'au niveau suprasegmentaire, c'est-à-dire au niveau encéphalique. Alors que les fibres efférentes obéissent à une organisation bien systématisée, il n'existe pas d'organisation sensitive viscérale bien définie. Les fibres empruntent en sens inverse le trajet du système efférent, puis se mêlent dans la moelle et jusqu'au cortex cérébral au système nerveux sensitif somatique. Les fibres afférentes du système nerveux autonome sont à l'origine des réflexes viscéraux et véhiculent aussi la douleur viscérale. Tout d'abord, voyons les réflexes viscéraux. Cette innervation sensitive permet un contrôle de l'activité autonome efférente à un niveau transversal ou segmentaire. Ce contrôle segmentaire permet un réglage réflexe de l'activité viscérale. Concernant la douleur viscérale, les fibres cheminent dans les nerfs splanchniques, traversent les ganglions et se terminent dans les cornes postérieures de la moelle. La sensibilité viscérale emprunte ensuite des voies similaires à celles de la sensibilité somatique. Au niveau du cortex, les aires des sensations viscérales sont entremêlées avec celles des sensations somatiques, mais il existe aussi une représentation viscérotopique sensitive dans certaines régions du cerveau. La douleur viscérale est souvent difficile à localiser. Elle peut être ressentie à distance du site de la stimulation douloureuse. En clair, la douleur prend naissance dans un viscère, mais elle est perçue comme provenant d'un territoire cutané innervé par le même niveau segmentaire. Ainsi, la douleur viscérale est souvent une douleur projetée à d'autres régions.
on parle aussi de douleur référée. Par exemple, l'infarctus du myocarde se traduit par une douleur projetée dans le membre supérieur gauche, le long du territoire de la racine C8 gauche. Cette douleur projetée est liée au fait que beaucoup de neurones sensoriels primaires convergent sur un seul faisceau ascendant. Par conséquent, le cerveau ne parvient pas à distinguer les signaux viscéraux des signaux somatiques. Il interprète la douleur comme provenant des régions cutanées plutôt que viscérales. Cette diapositive montre la localisation cutanée de différentes douleurs viscérales qu'il est important de connaître en pratique clinique. Voyons maintenant les contrôles suprasegmentaires du système nerveux autonome. En plus du contrôle segmentaire, les centres primaires autonomes sont modulés par des centres nerveux sous-jacents, comme la formation réticulaire du tronc cérébral, l'hypothalamus et le cortex cérébral. L'ensemble de ces structures exerce un contrôle suprasegmentaire du système nerveux autonome. L'hypothalamus est considéré comme le centre supérieur de commande et de coordination du système nerveux autonome. C'est le ganglion chef du système nerveux autonome. L'hypothalamus reçoit des informations ascendantes, soit directement, soit via la formation réticulaire du tronc cérébral. Hiérarchiquement, et tout au-dessus, se trouve le cortex cérébral qui agit sur les centres primaires, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'hypothalamus et de la formation réticulaire. Passons à la transmission synaptique du système nerveux autonome. La transmission synaptique entre les neurones pré- et postganglionnaires, ou entre les neurones postganglionnaires et les organes effecteurs, est de nature chimique. Les principaux transmetteurs sont l'acétylcholine et la noradrénaline. Sur la base de ces deux principaux médiateurs chimiques, le système nerveux autonome est divisé en système cholinergique et noradrénergique. Tous les neurones préganglionnaires, qu'ils soient parasympathiques ou orthosympathiques, sont cholinergiques. Les neurones postganglionnaires parasympathiques sont eux aussi cholinergiques. Les neurones postganglionnaires orthosympathiques sont noradrénergiques, hormis quelques exceptions, comme les glandes sudoripares qui sont cholinergiques. Comme nous l'avons vu précédemment, la glande médullosurrénale peut être considérée comme un ganglion orthosympathique dont les cellules postganglionnaires ont perdu les axones. Les cellules de la médullosurrénale sécrètent directement dans la circulation sanguine essentiellement de l'adrénaline, mais aussi de la noradrénaline et de la dopamine. Les neurones préganglionnaires cholinergiques de la médullosurrénale sont donc les nerfs sécrétoires de cette glande. En ce qui concerne la transmission cholinergique, l'acétylcholine est synthétisée dans les terminaisons axonales à partir d'acétate, de coenzyme A et de choline. La choline a plusieurs origines, soit exogène, d'origine alimentaire, soit
endogène par dégradation de l'acétylcholine qui est libérée dans la synapse, ou même encore par dégradation des phospholipides membranaires. Quelle que soit l'origine de cette choline, elle est captée dans les terminaisons axonales par un transporteur actif à haute affinité. L'acétylcholine, nouvellement synthétisée, est stockée dans des vésicules synaptiques. L'activation du neurone préganglionnaire déclenche la libération d'acétylcholine dans la fente synaptique. Cette acétylcholine va se fixer sur les récepteurs postsynaptiques et présynaptiques. L'action de l'acétylcholine prend fin par une destruction enzymatique induite par l'acétylcholinestérase. La moitié de la choline libérée par cette dégradation est recaptée pour une nouvelle synthèse d'acétylcholine. Une fois libérée dans la fente synaptique, l'acétylcholine se fixe sur des récepteurs nicotiniques et des récepteurs muscariniques. Les récepteurs nicotiniques sont localisés dans les ganglions relais ortho et parasympathiques. Les récepteurs muscariniques sont localisés sur les organes effecteurs innervés par le système parasympathique. Il existe 5 types de récepteurs muscariniques, M1, M2, M3, M4 et M5. Concernant la transmission noradrénergique, la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline sont les catécholamines qui sont synthétisées dans les terminaisons nerveuses orthosympathiques à partir de la L-tyrosine. La tyrosine est transformée en dopa sous l'action de l'enzyme tyrosine hydroxylase qui est l'étape limitante de la synthèse des catécholamines. La dopa est ensuite transformée en dopamine qui elle-même est transformée en noradrénaline. Il existe un rétrocontrôle négatif de cette synthèse par inhibition de la tyrosine hydroxylase. Les catécholamines sont stockées sous forme de granules. Ces granules sont petits dans les terminaisons nerveuses orthosympathiques et sont jusqu'à 10 fois plus gros dans les cellules de la glande médullosurrénale. L'activation des neurones postganglionnaires ou des cellules de la médullosurrénale entraîne l'exocytose des granules et la libération des catécholamines, soit dans une synapse s'il s'agit des terminaisons nerveuses orthosympathiques, soit dans la circulation sanguine s'il s'agit de la glande médullosurrénale. Le plus important des mécanismes d'inactivation de la noradrénaline est sa propre capture. Il s'agit d'un mécanisme de transport actif qui permet d'inactiver 85% de la noradrénaline libérée. Il existe un système de capture neuronale présynaptique qui ne capte que la noradrénaline. Il existe aussi un système de capture postsynaptique au niveau des organes effecteurs qui capte la noradrénaline et l'adrénaline. L'action des catécholamines circulantes provenant de la médullosurrénale cesse donc rapidement grâce à ce système de capture. À un moindre degré, il existe une dégradation enzymatique des catécholamines qui met en jeu 2 enzymes. D'une part, la catéchol orthométhyltransférase et la monoamine oxydase.
Ces enzymes transforment les catécholamines en norméthanéphrine, méthanéphrine, acide dihydroxymandélique et acide vanylmandélique. Au final, seuls 2 à 3% des catécholamines libérées dans les liquides de l'organisme échappent à la destruction enzymatique et sont éliminées dans les urines, surtout sous forme conjuguée avec de l'acide glycuronique. Si l'on compare l'élimination de l'acétylcholine et de la noradrénaline, l'acétylcholine est presque totalement inactivée par l'acétylcholinesterase. La choline est alors réutilisée pour une nouvelle synthèse d'acétylcholine. Contrairement aux catécholamines, il n'y a pas d'acétylcholine dans le sang circulant. Les effets d'une décharge cholinergique localisée sont donc restreints et de courte durée. La noradrénaline est surtout inactivée par capture. Elle est donc pour une grande part reprise sous forme inchangée, puis stockée jusqu'à une nouvelle libération. Contrairement à l'acétylcholine, les catécholamines ont une diffusion plus grande et une action plus prolongée. La noradrénaline, l'adrénaline et la dopamine sont toutes trois retrouvées dans le sang circulant. L'adrénaline et la dopamine proviennent de la glande médulo-surrénale, alors que la noradrénaline circulante provient essentiellement de sa diffusion à partir des terminaisons nerveuses orthosympathiques. Voyons l'action postsynaptique des catécholamines. Dans le cas de la glande médulo-surrénale, les catécholamines libérées passent dans la circulation et sont transportées à distance jusqu'au tissu cible. Au niveau des terminaisons nerveuses orthosympathiques, la noradrénaline ne parcourt que 20 à 100 nanomètres pour atteindre la membrane postsynaptique. Au niveau de cette membrane postsynaptique, il existe deux types de récepteurs adrénergiques, les récepteurs alpha et bêta, qui sont eux-mêmes subdivisés en différents sous-types, alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 et bêta 3. L'activation des récepteurs alpha 1 entraîne une contraction des fibres musculaires lisses. Dans le cas d'un vaisseau, ça se traduit par une vasoconstriction. L'activation des récepteurs bêta 2 relâche les muscles lisses. Dans le cas d'un vaisseau, cette action se traduit par une vasodilatation. La noradrénaline libérée dans la fente synaptique se fixe aussi sur des récepteurs alpha 2 présynaptiques. L'activation des récepteurs alpha 2 réduit la libération de noradrénaline et par conséquent réduit la transmission nerveuse orthosympathique. Cette régulation présynaptique n'est mise en jeu que pour des concentrations de noradrénaline qui dépassent les concentrations produisant un effet postsynaptique maximal. En ce qui concerne la glande médulo-surrénale, comme son nom l'indique, elle est située au-dessus des reins. Cette glande a deux composantes. Une partie corticale, appelée cortico-surrénale, et une partie centrale ou médulaire, appelée médulo-surrénale. Cette médulo-surrénale
est formé de grandes cellules ovoïdes groupées en amas autour des vaisseaux sanguins. Un grand nombre de ces cellules contiennent de fins granules qui se colorent en brun par les sels de chrome, d'où le nom de cellules chromaffines. La médullosurrénale contient environ 80% d'adrénaline et 20% de noradrénaline. Les cellules fabriquant l'adrénaline et celles fabriquant la noradrénaline ont une innervation distincte et libèrent préférentiellement l'un des deux médiateurs selon les situations. Par exemple, l'hypoglycémie s'accompagne plutôt d'une libération d'adrénaline et l'asphyxie s'accompagnera plutôt d'un relargage de noradrénaline. Alors que les hormones de la corticosurrénale sont indispensables à la vie, les catécholamines de la médullosurrénale ne sont nécessaires que dans les situations d'urgence. La sécrétion des catécholamines est entièrement contrôlée par les nerfs splanchniques. Ces nerfs se terminent autour des cellules médulaires. Ils correspondent aux fibres préganglionnaires et libèrent de l'acétylcholine qui stimule les cellules chromaffines. Les cellules chromaffines sont donc l'équivalent du ganglion relais. Elles déchargent leur contenu de catécholamines dans le sang veineux surrénal. Alors que la médullosurrénale et le système orthosympathique sont tous les deux impliqués dans les réponses aux situations d'urgence, ces deux systèmes peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre. Le système orthosympathique intervient essentiellement dans la régulation du tonus vasculaire, du débit cardiaque et de la pression sanguine. La glande médullosurrénale agit plutôt sur le versant métabolique. Voyons maintenant les effets du système nerveux autonome sur les organes effecteurs. Il est important de connaître les effets du système nerveux autonome car toute la pharmacologie cardiovasculaire, respiratoire, digestive et urogénitale est basée sur la modulation des activités orthosympathiques et parasympathiques de ces organes. Les systèmes ortho- et parasympathiques ont des effets antagonistes sur les organes pourvus de la double innervation. Dans les conditions normales, ces deux systèmes sont mis en jeu pour atteindre une même finalité. Dans le cas du cœur, une augmentation de la fréquence cardiaque est due principalement à une diminution du tonus parasympathique et de manière accessoire à une augmentation du tonus sympathique. Les muscles lisses des parois des viscères creux sont innervés par les fibres parasympathiques et orthosympathiques. Lorsqu'un type de fibre augmente l'activité du muscle, l'autre type de fibre la diminue. Il n'y a cependant pas de règle pour déterminer lesquelles des fibres sont stimulatrices ou inhibitrices. Dans le cas des sphincters, les innervations parasympathiques et orthosympathiques sont toutes deux excitatrices, mais l'une innerve la composante constrictrice du sphincter
et l'autre la composante dilatatrice. Quelques organes ne reçoivent d'innervation que d'une seule des deux composantes du système nerveux autonome. Par exemple, les artérioles ne sont innervées que par le système orthosympathique. La glande médullo-surrénale est innervée par des fibres cholinergiques, mais elles correspondent aux neurones préganglionnaires. Voyons tout d'abord les effets cholinergiques muscariniques. Au niveau cardiovasculaire, la stimulation parasympathique provoque une bradycardie sinusale, une diminution de la conduction auriculo-ventriculaire, une diminution de la force de contraction auriculaire et ventriculaire. Les vaisseaux comportent des récepteurs muscariniques, mais pas d'innervation cholinergique. L'injection intravasculaire d'acétylcholine entraîne une vasodilatation artériolaire. Au niveau digestif, le système parasympathique augmente le tonus gastro-intestinal et les contractions péristaltiques. Il relâche les sphincters gastro-intestinaux pour permettre l'évacuation. Le système parasympathique augmente aussi les sécrétions digestives. Au niveau génito-urinaire, le système parasympathique augmente le tonus de la vessie et des uretères et relâche le sphincter vésical. Au niveau génital, le système parasympathique entraîne l'érection pénienne ou clitoridienne par vasodilatation. Au niveau bronchique, le parasympathique entraîne une bronchoconstriction et augmente les sécrétions muqueuses. Au niveau oculaire, l'acétylcholine entraîne un myosis et facilite l'écoulement de l'humeur aqueuse, ce qui abaisse la pression intraoculaire. Enfin, au niveau cutané, les glandes sudoripares sont, elles, innervées par les fibres cholinergiques orthosympathiques qui provoquent la transpiration. Voyons maintenant les effets noradrénergiques. Les effets adrénergiques sont eux aussi multiples et en miroir des effets cholinergiques. En résumé, les récepteurs alpha-1 sont excitateurs, sauf au niveau digestif. Les récepteurs bêta-1 sont cardiostimulants et les récepteurs bêta-2 relâchent les muscles lisses. Au niveau cardiovasculaire, l'activation adrénergique accroît le débit cardiaque par accélération de la fréquence cardiaque et par augmentation de la force de contraction ventriculaire, ce qui élève la pression artérielle. L'activation adrénergique augmente aussi la pression artérielle par vasoconstriction. Au niveau digestif, l'adrénaline relâche la musculature gastro-intestinale et contracte les sphincters gastro-intestinaux. Au niveau génito-urinaire, l'activation adrénergique relâche la paroi vésicale et contracte le sphincter. Sur le plan génital,
l'érection dépend du parasympathique, mais l'éjaculation est sous contrôle orthosympathique. La réponse de l'utérus est variable selon son caractère gravide. L'adrénaline inhibe l'utérus en fin de grossesse, pendant le travail et l'accouchement. Au niveau respiratoire, l'adrénaline augmente la fréquence et la profondeur de la respiration par un effet sur le système nerveux central. Au niveau bronchique, l'activation adrénergique relâche les muscles bronchiolaires, ce qui se traduit par une bronchodilatation. L'activation adrénergique entraîne une action vasoconstrictrice qui réduit l'œdème et les sécrétions muqueuses. Au niveau oculaire, l'adrénaline contracte le muscle dilatateur de l'iris qui se traduit par une mydriase. Au niveau cutané, l'activation adrénergique contracte les sphincters précapillaires, ce qui entraîne une pâleur par vacuité capillaire. Cette activation entraîne aussi une piloérection, c'est le phénomène de chair de poule. Les glandes sudoripares axillaires n'ont pas de nerfs sécrétoires, mais elles répondent à l'adrénaline circulante. Enfin, sur le plan métabolique, l'objectif est d'augmenter les apports de substrats énergétiques. Au niveau du foie, le glucose est libéré par dégradation du glycogène et par synthèse de glucose. Au niveau des graisses, l'activation adrénergique induit une lipolyse qui relargue des acides gras libres dans le sang. La sécrétion d'insuline par le pancréas est diminuée alors que la sécrétion de glucagon est augmentée, ce qui contribue à l'élévation de la glycémie. Je vous ai présenté les effets du système nerveux autonome pour chaque organe. En fait, ces effets élémentaires s'intègrent dans des réponses complexes, adaptées à différentes situations physiologiques, dont le but est le maintien de l'homéostasie. Les réponses du système nerveux autonome s'intègrent donc dans des régulations qui sont orchestrées à différents niveaux, en particulier au niveau de l'hypothalamus. L'équilibre système orthosympathique-système parasympathique est en permanence régulé. L'activation de la composante parasympathique concerne les aspects végétatifs de la vie quotidienne. Par exemple, le parasympathique favorise l'absorption et la digestion des aliments en stimulant les muscles lisses du tube digestif et les sécrétions digestives. La composante parasympathique est donc qualifiée de système nerveux anabolisant. En revanche, la composante orthosympathique décharge en bloc dans les situations critiques, permettant à un sujet de faire face à une urgence. C'est le classique flight or fight, fuite ou combat, décrite par Cannon, où la décharge noradrénergique prépare l'individu à la fuite ou au combat, notamment en augmentant la vigilance, la fréquence cardiaque et la pression artérielle pour accroître la perfusion des organes vitaux et des muscles. Les vaisseaux sanguins cutanés se contractent, ce qui redistribue le sang vers les organes vitaux et réduit les saignements cutanés en cas de blessure. Enfin, l'augmentation des taux sanguins de glucose et d'acides gras libres permet de répondre aux besoins énergétiques
des muscles squelettiques et cardiaques. Comme l'organisation du système nerveux somatique, celle du système nerveux autonome est basée sur l'arc réflexe. Les influx naissant dans les récepteurs viscéraux sont transmis au système nerveux central par des voies afférentes pour être intégrés à différents niveaux avant d'être transmis aux organes effecteurs par les voies efférentes. Ceci représente la base nerveuse de la régulation des fonctions vitales. Le système nerveux autonome régit ainsi les activités viscérales, endocriniennes et immunitaires afin de préserver l'homéostasie face aux variations des différents environnements. Le système parasympathique gère des réseaux fonctionnels distaux indépendants où se situent des réflexes, des automatismes bien intégrés. Ce système est impliqué dans le maintien des grandes fonctions physiologiques telles que l'économie d'énergie, le stockage. Le système parasympathique a donc une fonction anabolique. Le système orthosympathique représente un dispositif d'alerte viscérale qui requiert la mise en jeu de dispositifs plus vastes et d'intégration plus complexes. Ce système adapte le corps aux urgences et à l'activité musculaire intense, notamment de fuite, de lutte, qui nécessitent la mise en jeu de processus cataboliques. Les centres nerveux situés dans le système nerveux central coordonnent ces deux systèmes dont les voies et les centres sont bien différenciés et dont les réponses que nous avons vues peuvent s'opposer ou se conjuguer ou même encore se succéder avec comme finalité la mise en place d'une réponse adaptée, d'une part aux conditions de l'environnement, d'autre part à la situation fonctionnelle de l'organisme.